Ok, ben comme la logistique est prête, donc on peut redémarrer l'après-midi qu'on va essentiellement consacrer à la façon dont la société se saisit du déploiement des énergies renouvelables, donc aussi bien auprès des citoyens que des collectivités locales. Alors, je vous signale qu'on n'a pas pu retenir les contributions de toutes les collectivités ou associations de citoyens qui pouvaient nous apporter un témoignage, mais vous pouvez retrouver tous ces témoignages sur le site web de la conférence. Alors, on va commencer par suivre la recommandation de Pierre-Emmanuel Martin qui voulait qu'on renforce la coopération entre la France et l'Allemagne. Et donc, je vais inviter à la tribune Andreas Beth, qui est directeur de l'Institut de l'énergie solaire du Fraunhofer, à venir ici nous présenter les activités du Fraunhofer. Andreas, en anglais, hein? Yeah, thank you. Good afternoon. Merci, bonjour. Je vous présente mes excuses parce que je ne parle pas suffisamment bien français pour m'exprimer en français devant vous. En fait, ce matin, j'ai d'ailleurs utilisé la traduction pour pouvoir suivre vos débats. Je suis très heureux néanmoins d'être ici, de vous présenter l'Institut de l'énergie solaire Fraunhofer. J'aurais pu vous dire aujourd'hui comment on réindustrialise les pays, parce que c'est mon sujet de prédilection. J'ai déjà publié il y a quelques années des sujets là-dessus. Mais on m'a demandé de faire plutôt une rétrospective. Voilà le titre de ma présentation, des origines à aujourd'hui. Et voilà où je démarre justement en regardant un petit peu plus loin que 50 ans en arrière. Vous voyez que ça commence avec les limites de la croissance. Le Club de Rome qui a publié cette étude, ces chiffres en 1972. On voit qu'à un moment donné, les ressources ne seront plus disponibles. Donc on ne peut pas avoir d'économie basée sur une croissance continue. Et évidemment, ça c'était il y a 50 ans. À partir de là, on a commencé à prendre conscience des problèmes environnementaux. C'est un ouvrage qui a commencé à changer un petit peu les états d'esprit. On a eu aussi d'autres choses qui se sont passées dans les années 70, notamment la crise pétrolière, les crises pétrolières, la première suite à la guerre du Kippour entre Israël et les États arabes. Et c'est malheureux à dire, mais aujourd'hui, on a une situation qui y ressemble beaucoup. On a la guerre en Europe, encore une fois, en Ukraine, et puis aussi en Israël. Ça revient. Et évidemment, tout cela aura une incidence sur l'économie et sur le pétrole. On va voir ce qui va se passer. On est un petit peu plus avancé maintenant, on est un petit peu moins dépendant du pétrole, mais on n'est pas encore dans une situation complètement sûre. Alors pourquoi est-ce que je vous montre tout ça? Eh bien parce que je veux vous présenter le professeur Gautzberger, qui était le fondateur de notre institut en 1981, et je voudrais vous expliquer pourquoi il l'a fait. Il est décédé cette année, d'ailleurs, à 95 ans. Et il était, jusqu'à sa mort, très très actif dans le domaine de l'énergie solaire. Mais voilà ce qu'il dit. J'ai toujours été attiré par les problèmes qu'on considérait comme étant insolubles. Si on regarde 50 ans en arrière, eh bien, on voit qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui pensaient que les sources d'énergie renouvelable, en particulier le solaire, allaient vraiment se développer et devenir l'un des piliers de notre consommation énergétique. Vous voyez qu'il est né à Munich et il a travaillé un petit peu dans l'industrie. Et puis ensuite, il est allé aux États-Unis, chez Bell. Il a travaillé avec Shockley à Palo Alto. Il est très connu aussi pour avoir travaillé avec Geyser, qui a défini les limites fondamentales. Mais M. Gautzberger travaillait dans la microélectronique à cette époque. Il a inventé les techniques de passivation. Et dans les années 70, il est revenu
en Allemagne. Et au début des années 70, vous voyez que la Fraunhofer Society est située à Fribourg. Et aujourd'hui, il s'intéresse surtout à la physique des solides. Et lui, à cette époque, il a été très impressionné par tout ce qui se faisait avant la crise de l'énergie, avant la crise pétrolière, et aussi cette limite de la croissance. C'était quelque chose qui l'avait fortement impressionné, donc il pensait qu'on pouvait faire quelque chose pour changer ça. Et donc, il était à l'Institut Fraunhofer. Il faisait des recherches surtout, principalement sur les semi-conducteurs. Et donc, le photovoltaïque s'est basé sur les semi-conducteurs. Donc, à partir de là, il a commencé à développer son activité. Au début, il cherchait vraiment une application des semi-conducteurs. Et le Fraunhofer a été fondé pour le Fluco. C'est ce produit qu'il tient dans la main, qui est un capteur de fluorescence. C'est un matériau polymère dont la couleur absorbe et diffuse la lumière, concentre la lumière sur les bords. Et donc, on peut convertir n'importe quel type de lumière en une longueur d'onde spécifique. Et donc, on peut avoir une efficacité, en principe, très, très élevée. Alors, au début, ça s'est passé plus ou moins inaperçu, mais c'est pour ça que l'Institut Fraunhofer a été fondé, pour travailler sur ce produit-là. Et il a démarré dans cet institut. Et puis, en 1980, donc il y a un peu plus de 40 ans, il a réussi à convaincre notre société qui s'occupe de recherche appliquée de fonder la Fraunhofer Institute pour l'énergie solaire. Il l'a tout de suite baptisé énergie solaire. Donc il voulait voir comment on pouvait vraiment mettre en œuvre cette énergie. Et puis voilà une deuxième citation ici. Il vaut mieux être en avance sur son temps qu'en retard. Ça, c'était notre premier site. En fait, moi, j'y suis arrivée en 1987, donc 6 ans après la fondation de l'Institut. Et c'était à Hochmannstrasse. Nous avons commencé à faire des expériences sur les panneaux photovoltaïques, déjà à l'époque. Et puis, des fours solaires, tout un tas de choses, évidemment, qui sont très connues, très répandues maintenant. On faisait énormément de tests pour voir comment ça pouvait être intéressant en application dans le monde réel. Vous avez ici le Fluco, donc cette sonde, ce capteur de fluorescence qui fournit assez d'énergie pour faire marcher l'horloge ici. Donc, pas beaucoup d'énergie quand même. Je dois dire que ça n'a pas été un franc succès à l'époque. 20 ans plus tard, le projet Fluco est ressorti. Peut-être que certains d'entre vous qui travaillent dans la recherche s'en souviennent. Donc, il y a eu des cycles. Mais en tout cas, ce capteur de fluorescence était très intéressant. Ensuite, il y a un système ici qui était le premier restaurant alimenté par des panneaux solaires. Ça, c'est un exemple qu'on a utilisé après pour le répandre ailleurs. On est parti de ce petit restaurant pour randonneurs dans la forêt noire. On en a tiré énormément d'expériences et on a installé des panneaux solaires sur d'autres relais, refuges dans la forêt avec des batteries. Et c'était vraiment des laboratoires réels, si vous voulez. Ensuite, on a développé un onduleur. Évidemment, si vous avez des appareils et que vous voulez les connecter, il vous faut un onduleur. Donc, c'est ce qui s'est passé, sur quoi nous avons travaillé. Et puis aussi, dès le départ, on essayait d'économiser l'énergie. Donc, ça veut dire qu'il fallait économiser la chaleur. Et nous avons donc travaillé sur l'isolation thermique transparente. Et finalement, lorsque le professeur Götzberger a quitté l'Institut en 1991, nous avons inauguré la première maison solaire autonome en Allemagne.
Il y a énormément d'aspects technologiques qui ont été développés dans cette maison. Une famille y a habité pour la première fois pendant 3 ans sans aucun raccordement au réseau. Donc c'était assez futuriste à l'époque, mais il y a énormément de ces technologies qui sont maintenant très répandues. En 2001, nouveau site à Heidenhofstrasse, c'est là où nous nous trouvons encore aujourd'hui. Et nous avons fait ces petits graphiques pour célébrer notre 40e anniversaire. Donc, c'est des chiffres qui datent de 2021 que vous avez ici. Vous voyez là où nous avons commencé. Vous avez ici le nombre de salariés qui travaillent à l'Institut. En 1981, en 1991, on était à 400, 500 personnes. Et puis, des gens qui travaillaient à la recherche sur les énergies renouvelables. Et c'est pour ça qu'on peut dire aujourd'hui que nous avons le centre de recherche le plus gros dédié aux énergies renouvelables et solaires. Alors évidemment, en fonction des personnes que vous avez, il faut augmenter le budget. Et vous voyez qu'au départ, c'était un petit peu compliqué parce qu'à l'Institut Fraunhofer, il fallait travailler sur la recherche appliquée avec l'industrie. Et puis au début, il n'y avait pas vraiment grand-chose de disponible, donc il a fallu essayer de développer l'industrie. Et quand l'industrie a commencé à se développer, au début des années 2000, eh bien, on a vu une croissance aussi dans notre budget avec une stabilisation et puis une petite baisse lorsque la partie industrielle a disparu finalement du pays. Alors, comment est-ce que nous sommes organisés aujourd'hui? Je suis à la tête de l'Institut avec Hans-Martin Henning, plus de 1400 salariés. Notre budget pour l'année dernière s'élevait à 120,6 millions d'euros. Donc, nous avons surtout des contrats. Il n'y a que 10% de ce budget qui est issu de subventions étatiques. La moitié de l'Institut travaille sur le photovoltaïque. Vous avez ici les différents matériaux sur lesquels on travaille, évidemment, le silicium, les matériaux de surface, perovskite, matériaux organiques, et puis bien sûr les modules et les centrales. Des bâtiments à haute efficacité énergétique. Nous travaillons sur un certain nombre d'aspects de ce projet, l'énergie thermique solaire, et puis nous avons démarré aussi le stockage de produits chimiques, les technologies hydrogène. Nous avons plus de 30 ans de recul dans ce domaine. Et ce n'est pas une activité qui est en croissance, mais on peut continuer à en discuter et voir comment on peut mettre ça en œuvre. Et puis aussi l'électronique de puissance. Ça va être très important à l'avenir. Donc il va falloir chercher des technologies intelligentes et une bonne intégration de toutes ces technologies les unes avec les autres. Quelques photos ici pour vous expliquer ce sur quoi nous travaillons avec 1400 personnes à l'Institut. On va commencer en haut. À droite, nous avons des enregistrements où on utilise les cellules solaires avec des technologies concentrées. Ensuite, à droite en bas, vous voyez qu'on a une station de recharge à l'hydrogène. On travaille aussi avec une association de l'hydrogène et du solaire. Ça fait déjà 15 ans qu'on travaille sur ce sujet, donc nous avons accumulé pas mal d'expériences, de terrain notamment, en recharge hydrogène. Ensuite, l'onduleur, fortement amélioré, avec une efficacité qui détient le record mondial de 99,03%. Et puis, nous avons commencé aussi, il y a 10 ou 15 ans, à mettre en place une modélisation des systèmes énergétiques, c'est-à-dire qu'on assemble toutes les technologies pour démontrer comment on peut passer des systèmes énergétiques d'aujourd'hui à ceux de l'avenir du futur. On a énormément de possibilités pour changer toutes les variables, pour voir comment on peut s'organiser. Mais en résumé,
Évidemment, il y aura beaucoup plus d'électricité à l'avenir. Et le message très positif, c'est qu'on n'aura jamais de panne d'électricité totale, de blackout, parce qu'on a maintenant les technologies, on a les chemins qui font qu'on va pouvoir éviter ça. On pourrait continuer à en discuter, bien sûr, mais l'idée, c'est qu'il faut vraiment se mettre au travail pour voir comment on peut optimiser tout ça. Et puis, j'ai aussi le photovoltaïque intégré, on en a déjà entendu parler ce matin. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour l'Europe, évidemment, et pour l'avenir de l'Europe. Ensuite, quelques autres projets, photovoltaïque intégré, photovoltaïque tandem, dont on a parlé déjà ce matin aussi. Ce que les gens ne savent pas aussi en Allemagne, c'est que notre institut est le plus réputé pour les pompes à chaleur. Et ça, c'est très important, surtout après la guerre en Ukraine, parce qu'en Allemagne, on a énormément de débats à ce sujet. Je ne sais pas si c'est la même chose en France. Et puis, le stockage, bien sûr, stockage en batterie. Et voilà maintenant ce que je voulais vous montrer, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'au début, on avait un moteur, on avait des bus, des automobiles, des motos. Et si on compare ces moteurs avec notre technologie, au cœur de tout ça, on a une cellule solaire à haute efficacité. On peut avoir plusieurs applications, le photovoltaïque dans l'agriculture, les voitures, les bâtiments flottants, sur les routes, sur les toits. Et donc, maintenant, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir pousser, c'est l'agrivoltaïsme, avec une double utilisation des terres agricoles. Ça se développe aussi en France, mais le premier article sur cette technologie a été publié par le professeur Gottsberger en 1981. Et je peux vous dire que lorsqu'il a pris sa retraite, il était encore en train de se battre pour cette idée. Le premier projet de recherche que nous avons obtenu, il y a travaillé, il voulait continuer d'ailleurs à travailler là-dessus, et on était à c'était en 2015, je crois. Donc ça veut dire qu'il avait travaillé, il avait dû travailler dur pendant 15 ans, plus de 15 ans, pour arriver à convaincre autour de lui que c'était quelque chose qui allait marcher. Et maintenant, nous avons énormément d'équipes qui travaillent sur l'agrivoltaïsme. Et on a aussi l'intégration du photovoltaïque, donc tout un tas d'éléments déjà existants. Vous avez des panneaux photovoltaïques colorés. On a mis ça en place sur notre nouveau siège. Vous voyez, c'est vraiment notre centre de recherche et de développement là, avec des investissements très importants. Et ce qu'on fait ici, c'est qu'on a différentes couleurs qui se basent sur la nanostructure, qui s'inspirent des papillons, des morphos. Et vous voyez que la science s'inspire de la nature, et ces panneaux solaires modulaires sont très, très efficaces. Parce que grâce à la couleur, on ne perd que 10% d'énergie en relatif, bien entendu. Donc ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que déjà, dans de nombreux endroits, on utilise l'énergie solaire, mais il faut continuer à progresser là-dessus. Ça, c'est une diapo que j'ai empruntée à un collègue en Finlande, où ils ont effectué tous les calculs que je vous ai montrés tout à l'heure. Comment ça va se passer à l'échelle du monde. Alors, on n'a pas besoin de regarder les détails ici, mais regardez notre courbe en jaune ici. C'est le développement du photovoltaïque, c'est ce que l'on devrait faire pour qu'on n'ait plus de CO2 dans l'énergie. Vous voyez, c'est le photovoltaïque qui gagne, bien sûr. Et l'année dernière, nous avions 1 terawatt en puissance installée. On n'est pas encore, bien sûr, au bout du chemin. Il y a énormément de choses à faire si on veut que cette technologie puisse continuer à se développer. Nous travaillons avec des entreprises, des experts, pour voir quel sera l'avenir du photovoltaïque. Et l'année dernière, nous avons publié cet article dont le titre est « On ne peut plus attendre ». Vous avez ici 2 courbes qui vous montrent le développement dans les différentes régions, et les courbes
qui vont se développer. Voilà ce qu'il nous faudra à la fin, en fonction des différents scénarios. Si on est à 75 terawatts installés, qu'est-ce que ça signifiera pour la production industrielle? Donc aujourd'hui, nous sommes ici. Et donc, vous avez l'évolution de ces dernières années, 25% de croissance annuelle. Et ça va se poursuivre jusqu'en 2030. Donc, il n'est pas trop tard véritablement pour se lancer dans cette activité. C'est énormément de choses à faire. Et chaque année, on va être à 3,4 terawatts. Donc, ça veut dire qu'il y a besoin d'énormément de ressources, qu'il faut s'organiser pour pouvoir continuer à travailler de façon durable. Il va falloir s'intéresser au recyclage. Il va falloir faire des analyses de cycle de vie, de viabilité des différents matériaux, des différentes matières premières qu'on utilise. Tout ça, ça va nous permettre de définir le chemin à suivre pour l'avenir, pour avoir véritablement un avenir assuré et en toute sécurité. N'oubliez pas que c'est le soleil qui entraîne le monde et qui donne l'énergie au monde. Merci de votre attention.